1, 2, 3, fight! You win! Bonjour à tous, je suis content d'avoir un micro, j'aurais pas à crier. Donc, on va parler du data logger industriel breton ou comment faire de l'IoT en industrie et pas simplement en Devox for Kids avec juste un Raspberry et 3 LED. Moi, je parle de vrai IoT, celui où on perd du sang, des dents et de la sueur. Et puis bon, on a une course de développeurs, donc je vais aussi parler plutôt soft. C'est plutôt ma partie, on a été deux à travailler sur ce sujet-là. Mon collègue étant plutôt le spécialiste IoT, je vais pouvoir quand même vous en parler. Donc je m'appelle Xavier, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que le dev dans la vie, j'ai d'autres passions. Je suis développeur chez Sense, un éditeur logiciel, je reviendrai là-dessus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et bien sûr d'autres réseaux sociaux. Donc l'histoire que je vais vous raconter concerne 3 acteurs. Le premier, c'est Amzer, c'est un fabricant de pompes à chaleur. Pour la petite histoire, Amzer fabrique des pompes à chaleur, c'est une petite entreprise qui est implantée à côté de Brest. Ils ont connu l'enfer il y a quelques années avec un dépôt de bilan, les salariés ont repris l'entreprise, ils commencent à sortir la tête de l'eau maintenant. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, et surtout pas de service informatique, pas de service R&D. Donc ils se sont tournés vers nous, puisqu'on a vocation à être un peu, entre guillemets, les spécialistes de la gestion de données de capteurs, en tout cas sur le bassin brestois. On est éditeur d'une base de données orientée time series qui s'appelle Warp 10, je reviendrai dessus. Et puis, comme ils avaient besoin de jolis IHM pour présenter des dashboards à leurs clients final et aussi aux installateurs et aux gars qui font l'entretien des pompes à chaleur. C'est pas notre métier, donc on les a orientés vers nos voisins de trottoir. C'est une web agency qui a une fibre artistique que nous n'avons pas. Donc, Amzer voulait fabriquer une pompe à chaleur. Ah, c'est pas vrai. Non, je te parlerai pas. Hop, excusez-moi. Amzer voulait fabriquer des pompes à chaleur connectées pour être en phase avec le marché. La plupart des gros fabricants de pompes à chaleur, je pense à Atlantic entre autres, fabriquent de la pompe à chaleur connectée aujourd'hui. Amzer voulait s'y mettre avec pour ambition d'offrir une garantie de 10 ans, ce que ne font pas ses concurrents, et offrir plus de services autour de la partie connectée. La plupart des fabricants de pompes à chaleur, aujourd'hui, quand ils disent qu'elle est connectée, c'est juste vous pouvez piloter la température de l'eau chaude avec votre smartphone. Ça s'arrête là. Eux, ils voulaient faire de la maintenance et de la mise en service à distance. C'est-à-dire que, je reviendrai dessus, mais que grosso modo, l'installateur peut surveiller son portefeuille de clients à distance et éventuellement ajuster 2-3 paramètres des pompes à chaleur. Et ils voulaient également que le client final puisse régler la température de son chauffage en rentrant de vacances, évidemment. Donc, le cahier des charges était ainsi énuméré. L'automate était branché à différents capteurs, donc des sondes de pression, de température et autres joyeusetés. Il voulait récupérer autour de 500 métriques à la seconde, stockés localement, directement sur la pompe à chaleur, pour pouvoir faire un diagnostic local, et donc héberger un dashboard local à la pompe à chaleur pour le technicien. Et puis, sur les 500 métriques, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin de ces 500 métriques, ils voulaient rééchantillonner ces métriques en 60 métriques qui, eux, remontaient quelque part sur Internet, dans le cloud, un truc qui fait fantasmer tout le monde, et ensuite pouvoir suivre l'intégralité de leur parc de machines à distance avec ces 60 métriques-là. Et puis, évidemment, les pompes à chaleur connectées ont besoin d'être connectées, donc des fois, il n'y a pas de connexion, donc ils devaient pouvoir conserver ces 60 métriques-là ressemblées un certain temps en attendant de retrouver une connexion Internet. Et puis, ce qui n'est pas précisé sur le slide, un truc de pas cher, s'il vous plaît. Voilà, et donc, là où il y a le point d'interrogation au milieu, c'est le boîtier dont ils avaient besoin, qu'ils n'avaient pas. Ils avaient la pompe à chaleur, c'est des frigoristes. Nous, on avait la partie logicielle, il manquait le truc entre les deux. Donc l'idée, c'était bien ça, pouvoir avoir un dashboard quasi temps réel en local sur la machine pour que le technicien puisse faire de l'analyse locale, faire sa mise en service, puisse paramétrer l'automate en réglant les lois d'eau, les températures, etc. Que le technicien puisse faire à distance l'analyse de son parc en se connectant sur un serveur web développé par la web agency que je citais tout à l'heure, mais le fabricant doit pouvoir aussi superviser l'ensemble de son parc.
Par exemple, pouvoir pré-paramétrer des réglages d'usine en fonction des zones géographiques d'implantation des pompes à chaleur. Vous imaginez bien qu'une pompe à chaleur n'est pas réglée de la même manière à Brest, Dunkerque ou Marseille. Et puis le client final, oui, doit pouvoir piloter 2-3 trucs quand même sur sa pompe à chaleur. Je vais commencer par la partie la plus compliquée, c'était le hardware. Il y a eu un premier proto avec un Raspberry, ça ne l'a pas fait, pour plusieurs raisons. D'abord, l'environnement. On parle de machines industrielles, avec une armoire électrique, le truc bien hardcore. Décidément, il me casse les noix celui-là. L'environnement, c'est du 24 volts alternatif qui transite dans cette armoire électrique. L'automate est branché directement dessus. Par contre, l'automate, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il est capable de communiquer avec le monde extérieur avec le protocole Modbus sur du RS485. Donc, c'est un truc qui ressemble un peu à du port série. On s'est dit, bon, on est sauvé, il y a moyen de se brancher dessus et puis de dialoguer avec l'automate en question, sachant que c'est l'automate qui, lui, pilote l'intégralité de la pompe à chaleur, les compresseurs, et qui récolte les données de capteurs. Ok, bon, ça, à la limite, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais on parle de pompe à chaleur déployée chez des particuliers. Ah bah ouais, il y a EDF. EDF, des fois, il y a des coupures. Ouais, il faut gérer ça, les coupures électriques. Ensuite, c'est installé par des frigoristes ou des plombiers. C'est-à-dire que l'IPv4, ça leur parle pas, quoi. Bah, comme nous, ça ne nous parle pas du tout la soudure au cuivre au phosphore, hein, on est d'accord, chacun son métier. Donc il faut quelque chose de simple qui soit déjà préinstallé dans la pompe à chaleur, ou un truc ou plug and play, quoi. Et puis on n'est pas à l'abri d'un coup de chalumeau sans un fil électrique, hein. C'est du vécu. Et puis, autant dans des constructions neuves, on va retrouver du RJ45 un peu partout dans les pièces. Sur la rénovation, ça peut arriver que des gens fassent installer du coup des réseaux RJ45, la pompe à chaleur étant connectée pour le coup sur du RJ45. C'est quand même installé par des électriciens, hein, c'est pas des techos réseau. Hein. Donc ça ne les dérange pas de détorsader les paires sur 10 cm à l'intérieur des prises. Enfin bref, donc on a un réseau pourri au final, mais bon, au moins les prises sont là. Donc finalement, la carte idéale, fallait un port Ethernet pour se connecter à la box de la personne, du client final, une alimentation 24 volts, un contrôleur RS485 pour pouvoir dialoguer avec l'automate, quelque chose qui soit approvisionnable quelques années, puisque Amser garantissant ses pompes à chaleur 10 ans, il faut bien que le fabricant de cartes puisse les produire pendant 10 ans, au moins. Et puis surtout une gestion de batterie de secours. Pour plusieurs raisons. Typiquement pour la micro SD qui va collecter les données et les persister. Si vous débranchez une carte micro SD violemment en cours d'écriture, vous la flinguez. Et... Ah, mais c'est pas possible. Je vais éteindre ce téléphone, je suis vraiment navré. En ce moment, je sais pas pourquoi, il y a tous mes clients qui se déchaînent ce matin. Évidemment, le jour où il ne faut pas. Voilà. Allez, on se tait. Donc la gestion de batterie de secours, donc c'est essentiellement pour la carte SD, pour finaliser l'écriture des blocs, pour ne pas la corrompre, s'il y a une coupure électrique EDF. Et puis pouvoir gérer le retour de l'alimentation si la carte électronique est en cours d'extinction, pour pouvoir la remettre up dans la foulée. Autant sur les clés USB, il y a un petit condensateur qui permet de gérer le débranchement violent, autant il n'y a pas ça sur les cartes SD. Donc on a commencé à regarder ce qui existait. Ah oui, parce qu'il ne fallait pas que ce soit très cher, je vous rappelle. Il y a du Raspberry, il y a du machin, les compute modules, c'est pas cher, mais c'est un peu compliqué puisqu'il va falloir développer toute la route vers le RJ45, il n'y a pas le RS485, il manque pas mal de choses. Donc là, ça demande un gros effort pour brancher ce type de truc. Mais d'accord, c'est pas cher. Bon, il n'y a pas que Raspberry dans la vie, donc Raspberry ne gère pas, même les Raspberry Pi ne gèrent pas les 24 volts, le 24 volts, le RS485 n'en parlons pas, il n'y a pas de long term support. Il n'y a pas de contrôle de batterie, et puis il n'y a pas de support pro. Parce qu'à un moment donné, c'est un industriel, lui, il a besoin de garantir aussi ces trucs. Dans les mêmes gammes de prix, donc autour de 30-40 €, on a les Pine 64, qui ont le bon goût d'être en LTS et d'avoir un vrai contrôle de batterie que n'a pas le Raspberry. Et contrairement au Raspberry, par contre, Pine 64, c'est de la chinoiserie. Je vous laisse imaginer. Et puis, il y a des acteurs majeurs dans ce domaine-là, comme SolidRun ou Technologic System. Mais là, on est plus de l'ordre de 200-300 € la plaque. C'est plus du tout la même gamme de prix.
Donc ça n'intéressait pas notre constructeur. Donc on s'est rabattu sur Pine 64, qui avait au moins le contrôle de la batterie et puis le long term support. Bon, on a fait avec. Mais du coup, comme ça ne suffisait pas, on a développé une hâte par-dessus. Donc un nouveau circuit électronique qu'on a branché dessus, sur l'équivalent des GPIO du Raspberry, si vous connaissez. C'est une carte personnalisée qui va héberger une batterie lithium-ion pour gérer la phase de coupure électrique, qui va pouvoir gérer la transformation 24 volts vers du 5 volts, qui va gérer le RS485 et le tout piloté par la Pine 64. Donc sur la Pine 64, il y a un chipset, c'est la PX803, qui est un gestionnaire d'alimentation, que l'on trouve sur les tablettes, nos smartphones, etc. C'est ce qui manque au Raspberry, qui est un circuit beaucoup plus simple, clairement. Ok, bon, côté carte SD, c'est pareil. Les cartes SD, je ne sais pas si vous en avez chez vous qui ont duré plus de 10 ans, ça m'étonnerait. Heureusement, il y a Transcend, mais ce n'est pas le seul constructeur qui fabrique des cartes SD, des micro SD qui sont faites pour l'industrie, pour le domaine de l'industrie. Donc, ils sont capables de gérer des cycles d'écriture et de réécriture assez conséquents, ce que ne font pas les cartes du commerce que vous mettez dans vos smartphones ou appareils photo. Donc, c'est 1 € le giga, ça va, c'est pas trop cher, on arrive à s'y retrouver. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que Transcend, par exemple, pour le citer, ils annoncent déjà le nombre de réécritures acceptables par leur carte. Donc, avec ça, on est plutôt sauvé. Ils fournissent même le Smart Tools qui permet d'auditer l'état de la carte à un instant T et de savoir quel est l'état de la carte et quelle durée de vie potentiellement elle peut avoir. Donc, ils nous ont filé les sources de leur programme sous Linux, pour Linux. C'est plutôt sympa, donc on l'a recompilé, on a essayé, mais il faut le lecteur spécial fourni par le constructeur pour pouvoir accéder à cette zone. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas acheter un lecteur spécial et le déployer sur toutes les pompes à chaleur pour faire le diagnostic de la carte. Bon, c'est pas grave, on s'est débrouillé avec les chiffres annoncés, puis on fait des projections, puis à la grosse louche, on s'est dit que ça devrait le faire. Bon, problème résolu, on est capable de tenir 10 ans avec ce genre de carte. Ok, la RS 485, c'est un peu comme un port série, mais il y a un fil de plus qui permet de piloter le bus, le fameux mode bus. Bon, il n'y a pas beaucoup de drivers, il n'y a pas beaucoup de librairies, et puis dans le kernel Linux, c'est un peu compliqué. C'est vraiment pas simple à utiliser, très sincèrement. Ça demande un peu de rentrer dans les couches bas niveau. D'ailleurs, petit exercice. On va chronométrer tout ça. Vous savez comment ça fonctionne Modbus? Un petit rappel rapidement, c'est un peu comme du client-serveur. J'envoie une requête sur Modbus, donne-moi les mesures de machin, il renvoie les valeurs d'un plan d'adressage quelconque et il renvoie les valeurs en réponse. Voilà, pour faire simple. Allons-y, donc je pose ma question à l'automate, je veux avoir la température extérieure, donne-moi la valeur de la sonde de température extérieure, vas-y. Hop. Ma trame part sur Modbus et elle revient. À votre avis, en combien de temps? 5 millisecondes, réponse A. 50 millisecondes? 150? Obi-Wan Kenobi? Quelqu'un a une idée? 5, j'ai entendu là. Qui dit mieux? 150? 150 là-haut? Eh bien non, c'est le 5 qui gagne. C'est bien en 5 millisecondes. En 5 millisecondes, on a la réponse. Mais c'est one shot. C'est pas du TCP/IP où éventuellement il y a de la réémission. C'est one shot, faut pas la louper. D'ailleurs, le TIC Linux, il a combien par défaut? « 100 millisecondes, microsecondes, 1 milliseconde, 10 millisecondes ?» Il a 10 millisecondes par défaut. En tout cas, sur la Pine 64. Donc, on a le TIC avant de pouvoir le lire. Enfin, on a la réponse de l'automate avant de pouvoir la lire. Donc, c'est un peu pénible. Donc, on peut configurer plus bas, bien sûr, ça se paramètre dans le noyau, ce genre de paramètres, mais il y a toujours le risque qu'il y ait du bruit, qu'il y ait un petit retard de l'automate ou n'importe quoi. Bref, on n'est pas sûr de tomber pile poil sur le truc. Donc il fallait configurer une nouvelle interruption au niveau du kernel, stack hardware vide ou presque vide, etc. Donc il va falloir gérer finalement un driver qui gère un buffer hardware. On en est là. C'est un peu compliqué. Et donc, pour ça, il faut tripoter le noyau et rentrer directement dans le kernel et reforger le kernel. Voilà, donc truc et astuce, si vous avez besoin de gérer l'interface matérielle à moins de 50 millisecondes, il faut tripoter le kernel. Donc, on a fait notre propre image Linux pour Pine 64.
Donc, comme on avait une nouvelle batterie et une nouvelle gestion de la batterie, on a dû réécrire effectivement cette partie-là de gestion de l'alimentation. Et autant la plupart des fournisseurs fournissent de quoi refabriquer des images, autant chez Pine64, c'était un peu plus laborieux. En fait, c'est là qu'on retrouve la vraie différence entre les cartes à 30 € et les cartes à 200 €. C'est le support du fabricant. En particulier les board support package. Ils sont fournis par les fabricants qui fabriquent des cartes chères. C'est ça leur plus-value. C'est bien documenté, il y a une vraie gestion de l'alimentation, etc. Finalement, on a fini par trouver vaguement 2-3 codes sources sur un GitHub chinois. Associé avec la datasheet de la carte, on a réussi à s'en sortir et à configurer à peu près comme on pouvait et comme on voulait la fameuse Pine64. Bon, c'est loin d'être documenté, ça a été un peu galère. Mais alors, derrière Pine64, il y a une communauté. Ben ouais. Alors, normalement, une vraie communauté, je pense par exemple à RMBian, c'est une vingtaine de bonhommes qui savent vraiment de quoi ils parlent à travers la planète, qui sont vraiment capables de coder à RMBian dans les plus profonds de son truc. Sur la Pine64, je pense qu'ils sont 2, peut-être 3. Voilà, ils font ça soir et week-end, c'est des passionnés. Donc c'est pas top réactif. Donc on a fait avec. Hein. Allez, 4 personnes capables vraiment de gérer le noyau qui tourne sur la Pine64. Je suis vraiment gentil. Donc on a redéveloppé notre kernel, notre image Linux, et on a pu ainsi gérer complètement la partie hardware. Ça a été la partie la plus compliquée de ce projet-là. Heureusement, la partie la plus sympa, ça a été la partie software. Et heureusement, on est là. Bon, la stack logicielle. Donc l'automate parle en mode bus et on a branché sur la Pine64, donc il y a la carte SD qui sort du disque dur, il y a une image Linux, je vous rappelle, donc on a mis une JVM et on fait tourner Vertex. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Vertex va pouvoir interagir avec l'automate et puis va relayer les métriques qu'il aura collectées sur Warp10, qui est la base de données série temporelle. Je vais aussi détailler un peu ce que c'est tout à l'heure. Vertex va pouvoir communiquer avec un serveur web développé par la Web Agency en WebSocket, en HTTP, c'est pas sur le schéma, et puis de son côté, Warp10 va pouvoir retransmettre ces métriques ressemblées et en plus faible quantité, on passe de 500 à une soixantaine de métriques. En HTTP sur une offre SaaS que nous avons dans notre entreprise, Amzer ne voulant pas gérer une infrastructure réseau, je les comprends, donc on héberge leurs données, donc c'est répercuté sur notre SaaS. Et puis le Warp10 local va pouvoir interagir aussi avec le serveur web en HTTP ou en WebSocket. Et puis évidemment, l'utilisateur final, que ce soit le technicien ou le client qui possède sa pompe à chaleur, ou le fabricant va pouvoir interagir avec le serveur web en question développé par la Web Agency. Et donc, quotidiennement, on remonte par pompe à chaleur 300 000 points de mesure. Ça fait à peu près 400 kg par jour, ce qui est complètement négligeable sur une box Internet d'aujourd'hui. On est d'accord. Mais 300 000 points quand même. Vertex. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hébergé par Eclipse. Les committeurs principaux sont chez Red Hat. C'est plutôt très sympa comme truc. Donc ça, il y a le bullshit commercial qui est à côté du GIF animé. Hein. Je vais vous la faire courte parce que je pourrais faire une conférence de 2 heures sur Vertex. C'est mon dada. Donc ça marche un peu comme Node.js. Il y a une boucle de réaction qui vient dépiler les trucs. C'est mono-threadé. C'est un peu la même idée. Il y a ce qu'on appelle des verticals et des webroutes qui vont écouter ce qui rentre sur le Vertex. C'est comme ça qu'on va interagir entre autres avec Modbus ou avec des appels HTTP entrants. C'est ensuite envoyé sur un bus logiciel qui va répartir finalement les messages sur des workers verticals qui vont faire du traitement asynchrone. Si je fais le parallèle avec Node.js, que certains d'entre vous doivent certainement connaître, c'est là où on va faire des opérations bloquantes. Voilà, on ne fait pas les opérations bloquantes dans le thread principal. Et depuis le worker vertical, on va aussi pouvoir interagir avec des requêtes HTTP, des WebSockets, ce genre de choses. Voilà un peu l'idée générale de Vertex. Il ne vient pas tout seul, donc il y a le cœur, le noyau de Vertex avec lequel vous pourrez faire des serveurs TCP, UDP et j'en passe. Et puis il y a une librairie orientée web, je la fais très courte sur Vertex, où vous pourrez faire du routage, du sous-routage, un peu à la façon Express chez Node. Vous pourrez gérer des sessions, des cookies, de la sécurité,
Il y a un moteur de templating. Ensuite, vous pouvez faire de la WebSocket avec du SockJS par exemple. Vous pourrez servir des fichiers statiques. Il y a des librairies pour accéder à différentes sources de données. Donc, il y a des librairies pour accéder à Mongo, en asynchrone, en JDBC, Redis et j'en passe. On peut envoyer du mail avec du support de SMTP. Il y a de la sécurité à tous les niveaux. Et si la boucle de réaction ne vous suffit pas, vous pouvez encore rajouter la programmation réactive par-dessus avec RxJava ou ReactiveStreams. Vous pouvez collecter des métriques et les balancer sur GMX. Et puis du test unitaire, évidemment. Et tout ça est bien évidemment scalable à volonté. Donc vous pouvez créer des client-serveur en TCP, en HTTP, faire du REST, du multipart, tout ce qu'on fait sur un serveur web habituel, des WebSockets. L'Event Bus, donc le fameux bus logiciel, eh bien, il peut s'étendre sur un cluster complet, sur plusieurs machines, et donc les Vertex vont pouvoir parler entre eux. Une requête arrive sur un serveur A, elle peut être traitée par le serveur B, il n'y a pas de problème, le serveur A tombe, le serveur B prend le relais, il y a un système de failover assez sympa. Il y a des maps, des sets partagés, du login, enfin plein de trucs plutôt agréables. Et le gros avantage de Vertex, c'est que ça défonce d'un point de vue performance. Ils sont régulièrement sur le haut du panier des benches, devant à peu près tout le monde. Voilà pour Vertex. Derrière, la base de données série temporelle, c'est Warp10. Donc c'est le soft qui est édité par ma boîte. Warp10, donc c'est à la fois une base de données série temporelle et un moteur d'analyse de ces données-là. Et puis accessoirement, un petit ordonnanceur qui permet de croner des tâches et des exécutions de scripts. Donc les séries temporelles, on va les retrouver dans le milieu de l'énergie, du monitoring, de l'industrie, de la santé, du sport, dans le transport maritime et aérien, dans la finance, les véhicules connectés, et puis les smart cities. Ça, c'est pour faire plaisir à mon boss. Il aime bien les smart cities, ça c'est bullshit. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série temporelle, grosso modo, j'ai mon capteur de température qui va prendre une mesure de température dans le temps. Au final, j'ai une jolie courbe d'évolution de la température dans le temps. C'est aussi bête que ça. Nous, on ajoute aussi la notion de localisation de la mesure. Parce que le capteur, soit peut se déplacer, et ça peut être intéressant de suivre son parcours et voir l'évolution de la température, par exemple, lors de son parcours, soit le capteur est fixe, mais on a besoin de connaître sa position. Je prends l'exemple de mon fabricant de pompe à chaleur. Oui, il a besoin de savoir où se trouvent géographiquement ces pompes à chaleur. Donc on va pouvoir collecter ça. Là, on a des concurrents sur la partie pure BDD Time Series, mais pour nos concurrents, il faudrait 4 séries temporelles pour gérer la localisation, donc la valeur réelle et son évolution dans le temps, latitude, longitude et élévation. Nous, c'est une seule série pour l'ensemble. D'ailleurs, si on soulève le capot, chez nous, une série temporelle, ça ressemble à ça. Donc, on va dire qu'il y a, si je fais du parallèle avec du SQL, un nom de table qui serait le class name, c'est ce qu'on mesure, capteur de température. Ensuite, on va retrouver des labels qui vont spécialiser ce qu'on mesure, l'identifiant du capteur, par exemple. Et ensuite, tous les data points, en mode colonne, avec un timestamp en microsecondes. On est capable de travailler à la nanoseconde. On a un client qui travaille à ce niveau-là, au niveau de la nano. Mais sur du monitoring d'équipements d'ondes hertziens. C'est un peu particulier. Ensuite, on a latitude, longitude, élévation, et enfin la valeur mesurée. Et enfin, on a les attributs qui, eux, sont mutables dans le temps, les labels ne l'étant pas. On est open source. Je dis ça, je dis rien. On a un site web, warp10.io. Allez-y, on essaie de rendre la documentation la plus claire, la plus lisible possible, mais comme on a le nez dedans à longueur de journée, on n'est peut-être pas forcément très bon pédagogue. Donc, on compte sur vous aussi pour nous aider à enrichir notre documentation et à l'améliorer et la rendre plus accessible. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. On sera ravis de les intégrer. Donc, comme je le disais, Warp10, c'est un moteur d'analyse de séries temporelles et un moteur de stockage de séries temporelles, une base de données, quoi. Donc, la base de données est orientée Time Series. Elle est bâtie pour gérer des performances très élevé. Un de nos clients est sponsor du Basecamp COVH. Ils monitorent l'ensemble de leur infrastructure avec notre solution. Ils sont assez extrêmes dans l'utilisation. Ils sont montés à 120 millions de points enregistrés par seconde de mémoire. Il y a un système d'authentification et de sécurisation des données, d'accès aux données. Donc, on n'accède pas aux données du voisin n'importe comment.
c'est très sûr, les données sont chiffrées, donc même si quelqu'un part avec le disque dur, il ne pourra rien en faire. Et on utilise des protocoles et des formats standards, pour faire simple, du HTTP et du JSON. Donc avec ça, on peut brancher tout et n'importe quoi. Et puis on est scalable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fonctionner aussi bien sur un Raspberry que sur un serveur classique ou un laptop. Donc dans la déclinaison, on va dire standalone. Sur un Raspberry, alors ce sont des benches qui ont été faits sur un Raspberry première génération. Donc on atteint les 10 000 points par seconde en termes de stockage, de persistance physique sur disque. On pourra gérer quelques centaines de millions de points, ça dépend de la carte SD et puis de l'espace de stockage, hein, bien évidemment. Et puis quelques millions de séries, ça va dépendre essentiellement de la RAM. Donc évidemment, sur un serveur plus classique, on a plus de RAM, on a plus de proc et on a plus de disque dur, on va aller un peu plus loin. Et si vraiment vous avez beaucoup de données, on a un mode distribué qui s'appuie sur un cluster Hadoop, pour le coup. Là, c'est scalable à l'infini, on va pouvoir gérer des milliards de séries, des milliards de data points. Enfin, là, il n'y a plus de limite. Côté sécurité, donc on gère la sécurité avec des tokens. Si vous avez déjà utilisé des API comme les API de Google, Facebook, Twitter et compagnie, on vous donne un token d'API avec lequel vous vous authentifiez pour faire des appels API. Voilà, c'est un peu la même idée, sauf que le token est un token crypto qui va contenir plein d'informations et qui va permettre de cloisonner les données. Donc on en a généré un token unique par pompe à chaleur, parce que quand bien même le propriétaire de la pompe à chaleur est un petit malin et un petit peu hacker, et s'il récupère ses jetons directement en hackant la Pine64, eh bien c'est pas grave, au pire il accédera à ses données, pas à celles de son voisin. Par contre, on a des tokens moins restrictifs pour Amzer, où là ils ont accès aux données de l'ensemble de leur parc. On pourrait faire des tokens limitatifs pour les techniciens qui gèrent le portefeuille, mais le cycle de vie de gestion des tokens était un peu compliqué pour Amzer, dans le sens où ça demandait beaucoup d'administration en fonction de l'évolution des portefeuilles clients des techniciens. Donc ils ont plutôt des tokens qui donnent une visibilité assez large aujourd'hui sur l'ensemble des pompes à chaleur. Donc ce n'est pas un login mot de passe le token, ça contient des informations et un périmètre d'accès aux données. Et on est GDPR ready, donc ça plaît bien généralement aux costards cravates qui ne connaissent que l'acronyme et qui ne savent pas réellement ce qu'il y a derrière. En tout état de cause, si un client demande à récupérer ses données ou invoque le droit à l'oubli, il n'y a pas de problème, on a son token, donc Amzer conserve les tokens de ses clients, et puis avec un petit script, on efface les données, on les dump, on en fait ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Et les tokens, si on trouve qu'il y a une activité un peu anormale, on a toujours moyen de les révoquer à tout moment, et les tokens, quoi qu'il arrive, ont une durée de vie. La partie analytics, c'est fait avec un langage qui s'appelle WarpScript. Je ne vais pas trop m'étendre non plus là-dessus. C'est un langage qu'on a développé qui est vraiment dédié à la manipulation des séries temporelles. On s'est rendu compte que des langages comme SQL ou autres n'étaient pas adaptés à la manipulation de séries temporelles. Mais vraiment pas du tout, quoi. Pour faire une moyenne mobile, c'est l'enfer avec la plupart des langages. Nous, c'est juste une ligne. Donc on a fait vraiment un langage dédié qui est extensible, vous pourrez toujours développer des nouvelles fonctionnalités. Sandboxed, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, un script qui s'exécute sur notre serveur ne pourra pas interférer avec un script qui s'exécute en parallèle. Aujourd'hui, on a plus de 900 fonctions disponibles en standard dans le langage et 6 frameworks qui vous permettent de faire pas mal de choses. Je vais revenir un peu en détail sur les frameworks, je ne vais pas tous les faire, je ne vais pas faire toutes les fonctions non plus, on n'a pas le temps. Et on va voir les points les plus intéressants. Et puis Warp 10, on est plutôt sympa et on s'interface à peu près avec le reste du monde. Donc on a des plugins pour nos amis data scientists qu'on adore. Donc on a des plugins pour Jupyter et Zeppelin, on peut s'interfacer avec du R et du Python. Évidemment, on fait du HTTP et du JSON, ça c'est la partie un peu interactive. Je soumets un script qui est grosso modo ma requête de manipulation de données et en retour j'ai un JSON. Ce même script, si vous voulez passer à l'échelle sur un dataset plus grand, pas de problème. Vous pouvez le batcher directement sur notre plateforme ou distribuer même le calcul en utilisant du Spark, du Pig, du Flink, ou le passer en mode streaming avec une NiFi, du Flink et j'en passe. Et puis comme on a dissocié notre couche d'analyse de notre moteur de base de données, eh ben, il n'y a pas de problème. Si vous avez déjà des données dans une base de données série temporelle, genre Influx, pas de souci, on a le plugin pour se brancher notre moteur d'analyse sur Influx directement ou sur une base SQL classique. On a un client qui est en train de développer son plugin pour Mongo, on doit avoir un plugin pour Elastic, etc. Et quand bien même
on n'est pas le plugin, c'est une vingtaine de lignes de code Java à faire pour développer le plugin qui permet de s'interfacer avec une source de données X ou Y. Donc il n'y a pas de problème. Et c'est avec ce mécanisme de plugin qu'on a pu s'interfacer avec différents bus de communication, MQTT, ActiveMQ, Kafka et j'en passe. Donc on interagit avec le reste de la planète. C'est plutôt sympa. WarpScript. Donc avec WarpScript, vous allez pouvoir faire plein de choses. Ce n'est pas simplement un select étoile que vous ferez sur vos données. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pourrez faire des stats, nettoyer vos données avant de passer le traitement à un algorithme de machine learning, par exemple. C'est ce que font certains de nos clients. Donc ils préparent les données en WarpScript. Ils extraient des features qui passent à TensorFlow, par exemple, et puis ils récupèrent le résultat de TensorFlow en WarpScript, et ils vont pouvoir prendre une décision ensuite et faire autre chose. On va pouvoir filtrer les données, on va pouvoir faire la détection de patterns, la détection d'anomalies, plein de choses, de la synchro de données, de la corrélation. C'est vraiment très riche. Donc, c'est quoi WarpScript? C'est un langage fonctionnel et concaténatif. Vous connaissez le pipe de Unix? Facile. Je prends mon ls et le résultat du ls, je le passe à word count. Facile. La ligne suivante, je fais un 2 plus 2. Et le résultat de 2 plus 2, je le stocke dans une variable qui s'appelle result, tout simplement. Donc on a des fonctions autour des statistiques, des maths, des sciences, on va pouvoir faire même du traitement de signal, enfin plein de choses. On gère les variables, les structures de contrôle, du for, du if, du then, du else, enfin tous ces trucs-là, les grands classiques, et interagir avec le monde extérieur avec des fonctions comme webcall pour des requêtes HTTP, ou call tout court pour appeler un script shell physiquement sur la machine qui héberge Warp 10. Donc à partir de là, faites ce que vous voulez. Et donc le WarpScript qui est à côté, eh bien 4 lignes. La première, l'équivalent du select étoile. Je vais récupérer mes données sur les 5 dernières heures sur telle métrique. Je stocke ça dans une variable qui s'appelle GTSList. Ensuite, je vais resampler mes données toutes les minutes. C'est-à-dire que ma série, je vais la couper minute par minute. Et tous les points qui se retrouvent dans la minute, imaginons que j'ai 5 points par seconde, on va en calculer la moyenne pour avoir qu'un seul point, la moyenne. C'est ce qui va me permettre de réaligner mes timestamps sur mes séries. On verra tout à l'heure. Ensuite, je calcule une moyenne mobile. Voilà, avec un mapper. Et enfin, je formate le résultat en JSON avec clé, valeur dans une map. C'est pas très compliqué. Et c'est puissant. Et donc des fonctions, on en a pour gérer le temps, pour gérer évidemment les time series, pour manipuler des chaînes de caractères, pour faire des opérations mathématiques, pour gérer les quaternions, pour ceux qui connaissent. Je ne connaissais pas avant d'arriver dans cette boîte-là. On va pouvoir même faire du processing. Je ne sais pas si vous connaissez la librairie processing. On va pouvoir générer des PNG côté serveur. C'est plutôt sympa. Et c'est assez performant. Et on a les fameux frameworks qui vont pouvoir manipuler facilement vos séries temporelles. Je vais commencer par le Bucketize. Le Bucketize, c'est un framework qui va saucissonner votre série temporelle. Je prends toujours l'exemple en formation du saucisson aux noix. Donc vous avez un gros saucisson aux noix avec des noix dedans, et puis on va saucissonner le saucisson comme ça en tranches égales. Et vous pouvez choisir soit l'épaisseur de la tranche, soit le nombre de tranches que vous voulez dans votre saucisson, en fonction du nombre de personnes que l'on est à table. Et vous appliquez une opération à toutes les noix qui tombent dans la tranche en question. Compter le nombre de noix, faire la somme de leurs valeurs, leur moyenne, l'écart type, ce que vous voulez. Et donc, le timestamp qui sera associé au nouveau point qui est calculé à partir de l'ensemble des points qui tombent dans la tranche sera le timestamp du début de la tranche de découpe. Alors c'est plutôt pratique parce que comme ça, on va pouvoir réaligner nos timestamps. Je prends l'exemple du monitoring d'infrastructure réseau. Vous voulez compter le nombre de process que vous avez en machine à un instant T sur votre infrastructure. Le problème, c'est que toutes les machines n'ont pas exactement la même fréquence d'horloge ou ne remontent pas les métriques exactement au même moment. Donc à un moment donné, les points ne sont pas exactement en face. Un coup de bucketizer sur une liste de séries, toutes les séries en une ligne de code sont réalignées, tous les timestamps sont en face, et à un instant T, vous avez les métriques de tous vos serveurs. Le mapper, c'est un grand classique. On le retrouve en JavaScript, en Java, peu importe. C'est la fonction map. Donc, je fais glisser une fenêtre sur ma ligne temporelle, et tous les points qui tombent dedans, j'applique une fonction. Et je transforme et j'obtiens un nouveau point à l'issue de cette fonction-là, que j'applique à l'ensemble de points.
Ma fenêtre temporelle, je peux la définir en termes de fenêtre de temps ou nombre de points, bien évidemment, et je peux évidemment la faire glisser que sur un seul point à la fois. Et maintenant, les frameworks alors les classes d'équivalence, je vais revenir dessus, mais qui s'appliquent à plusieurs GTS et qui manipulent plusieurs GTS d'un coup. Je pense au reducer. C'est aussi un terme que vous retrouvez dans le big data. C'est la même idée. J'ai un ensemble de séries et puis j'en fais plus qu'une, au moins une à la sortie. Je reprends mon bucketizer. J'ai réaligné mes points en termes de timestamp. Là, je vais pouvoir appliquer une opération sur l'ensemble des timestamps, des points qui tombent au même timestamp à un instant T. Je prends l'intensité, le voltage, et je vais pouvoir appliquer une opération de multiplication et j'ai la puissance. C'est plutôt pratique. Les classes d'équivalence, c'est qu'on va pouvoir redistribuer le résultat en fonction d'un certain critère. Par exemple, si dans les critères, j'ai le code postal, je vais pouvoir, sur mes pompes à chaleur, avoir la puissance de ma pompe à chaleur avec l'intensité et le voltage, mais reventilée par code postal de commune, par exemple. Donc c'est plutôt très pratique. Le filter, comme son nom l'indique, ça filtre les données. Je ne conserve que les données qui sont supérieures à 10, par exemple. Pas très compliqué. Et donc c'est extensible le WarpScript. Vous pouvez créer des macros, grosso modo c'est des fonctions écrites en WarpScript que vous allez pouvoir déclarer inline directement dans votre code ou stocker ce bout de code sur le serveur et l'invoquer directement depuis un WarpScript, ce qui permet de mutualiser des bouts de code. Et la nouveauté, c'est qu'on peut même les mettre online. Je reviendrai dessus, c'est avec Warpfleet, c'est-à-dire que ça va être un repo public dans lequel vous déploierez vos macros et depuis un Warp 10 quel qu'il soit, pour le peu qu'il ait une connexion Internet, il pourra faire référence à une macro distante, la récupérer et l'exécuter. Vous pouvez définir des extensions, c'est des nouvelles fonctionnalités. Vous avez trouvé une librairie X ou Y en Java qui fait un truc super dont vous avez besoin, vous l'encapsulez, vous faites un plugin, enfin une extension, et vous avez une nouvelle fonction utilisée dans le langage. Donc si jamais nos 900 et quelques fonctions ne vous suffisent pas, il y a toujours cette possibilité-là. On a encapsulé comme ça quelques librairies qui sont sur des thématiques très particulières qu'on n'a pas voulu embarquer dans le noyau standard de Warp 10. Et puis il y a les plugins. Là, ça va ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Warp 10, comme déployer un serveur web à côté ou ce genre de choses. Et dans quelques jours, va sortir Warpfleet, qui est notre repo public sur lequel on va déployer des plugins, des extensions, des packages de macros, et avec tout l'outillage qui va bien pour récupérer ces extensions-là et les installer façon package manager, Gradle, NPM et j'en passe, sur votre instance Warp 10. Alors pour coder du WarpScript, et heureusement il y a un peu de tooling, donc on a un plugin VS Code, avec de la colorisation syntaxique, de l'aide en ligne, avec la signature des fonctions, qu'est-ce qu'on va retrouver, de quoi exécuter le script directement sur un Warp 10, avec un peu de DataVis intégré. On a Quantum aujourd'hui, qui est notre IDE façon web, qui arrive en fin de vie, qui va se faire remplacer là aussi dans quelques jours, semaines, par Warp Studio, qui va permettre d'aller un peu plus loin. Donc vous allez pouvoir éditer votre WarpScript à la même manière que VS Code, mais vous allez pouvoir le sauvegarder aussi, vous allez pouvoir avoir un peu de DataVis également directement embarqué dedans. Donc c'est des outils qu'on utilise chez nous au quotidien, et c'est plutôt agréable, plutôt que VI ou Emacs. Je reviens à ma stack logicielle. Donc Warp 10, lui, il va écouter en HTTP le vertex qui aura pompé les métriques du Modbus, et il va les forwarder les ressampler et les forwarder sur notre plateforme centralisée. Il va pouvoir également appeler en HTTP le fameux serveur web pour envoyer des emails d'alerte quand il y a un défaut constaté par l'automate. Donc tout ça, c'est codé en WarpScript. Qu'est-ce qu'on a codé en WarpScript? En particulier le mapping entre le plan d'adressage du Modbus et les métriques qu'on collecte. Donc c'est la trame binaire qui arrive dans Warp 10, qui est analysée en WarpScript et qui est transformée en série temporelle, et on insère les points directement comme ça. La synchro entre la plateforme embarquée et la plateforme centralisée, c'est fait en WarpScript, donc il y a le resampling au passage, des 60 métriques qu'on a élues pour être centralisées. C'est cadencé et ordonnancé par Warp 10 lui-même, donc ça tourne tous les X minutes.
Et puis bon, comme la carte SD, elle a un volume contraint et sur 10 ans, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ça pourrait déborder. Donc on a une purge locale qui purge les données qui sont plus vieilles de 7 jours et ça tourne tous les jours pour faire le ménage régulier. Ça aussi, c'est un warp script. Et puis, pour le dashboard local, qui permet au technicien de faire son diagnostic local sur la pompe à chaleur, on expose un endpoint HTTP, donc c'est plutôt facile de se brancher dessus. Ou pour faire la mise en route de la pompe à chaleur, eh ben, on préalimente, on pré-mâche les données pour le dashboard pour afficher des jolies courbes, des jolis camemberts sur l'état de santé de la pompe à chaleur. Et enfin, il y a le système d'alerting qui, lui, va claquer une requête HTTP sur le serveur web d'Amzer en cas de problème sur l'automate, en cas de défaut constaté, etc. Donc ça, c'était plutôt agréable à faire, c'est pas ce qui nous a pris le plus de temps. Comme vous imaginez bien, c'était plutôt la partie hardware qui a été la plus compliquée. En conclusion, qu'est-ce que Amzer va faire de toutes ces données? En fait, aujourd'hui, ils font la gestion de leur parc, avec la supervision globale de leur parc. Ils ouvrent les données aux techniciens partenaires, donc ce n'est pas eux qui ont leurs propres techniciens, ils s'appuient sur des sociétés tierces pour faire la gestion de leur parc. Chaque technicien a son portefeuille de clients. Ils ont ouvert les données à leurs techniciens. C'est plutôt sympa. Donc les techniciens sont autonomes aussi sur la gestion du parc, enfin d'une partie du parc. Ils font la gestion, la remontée automatique des défauts et ils savent à 1 ou 2 minutes d'intervalle quand est-ce qu'il y a une pompe à chaleur en difficulté et où elle se trouve. Et donc ils peuvent intervenir, voire appeler directement le client final. Bonjour Madame Michu, je constate que vous avez un problème sur votre pompe à chaleur, voulez-vous qu'on fasse intervenir quelqu'un? D'un point de vue commercial, c'est un peu plus sympa. Et ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que proposent leurs concurrents aujourd'hui. Et aujourd'hui, il ne remonte que 60 métriques. Mais c'est pas grave, cette règle des 60 métriques, on peut la paramétrer à distance avec Warp 10. Oui, puisqu'il y a toute la chaîne inverse pour piloter le bus qui se fait aussi via Warp 10. Et donc, on va pouvoir augmenter cette collecte de métriques. Aujourd'hui, on leur facture le nombre de data points qu'on stocke chez nous. Mais comme ils sont fauchés, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais leur idée, au final, et leur vœu pieux, c'est collecter le maximum de métriques possible. En l'occurrence, les 500 du départ. Les 500 métriques d'une manière centralisée. Ils ne savent pas pourquoi aujourd'hui, mais ils se disent que peut-être demain, ils le sauront. Et ça, c'est plutôt sympa. On travaille avec d'autres clients, il n'y a pas que Amzer, avec d'autres clients dans l'industrie, et eux, les données, quand collecter, on n'en fait rien. On ne va pas mettre des capteurs. Bon, heureusement, les mentalités ont tendance à changer. J'étais sur un salon dédié à l'industrie il y a 2 semaines, et je discutais avec un gars qui fabrique des presses à injection plastique. Il commence à s'intéresser effectivement au monde des capteurs, à la collecte de données pour faire le monitoring de ces presses à injection, et en particulier fournir des outils de maintenance prédictive pour voir l'évolution de déformation des moules. Les moules s'usent au bout d'un moment, donc j'ai découvert ça. Et donc ils veulent suivre ça. Donc ça commence à émerger chez les industriels, mais c'est tout neuf. Pour moi, ça date de cette année, vraiment. Amzer, ils ont un petit coup d'avance quand même sur la plupart des gens. Ça fait quelques années qu'on bosse avec eux. Et donc l'idée, c'est aussi chez eux de faire de la maintenance prédictive de la même manière, de pouvoir intervenir au plus tôt chez leurs clients. Et puis s'intégrer complètement avec les autres composants domotiques disponibles. Et ça tombe bien, on va pouvoir les aider à le faire. Donc l'idée, vraiment, et la démarche qu'ils ont eue est très bonne, c'est collecter un maximum de choses. Même si aujourd'hui vous en faites rien, c'est pas grave, collectez des données. Peu importe l'infrastructure, Warp 10 ou autre chose, on s'en fout, c'est pas grave. Collectez des données, et puis peut-être que vous trouverez des use cases qui demanderont d'utiliser ces données-là. C'est pas demain, quand vous aurez un use case super important, vous dites « Ah, si j'avais collecté ces données-là ces 10 dernières années, ça aurait été sympa. » Non, c'est maintenant qu'il faut collecter les données, et le plus tôt possible et le maximum possible. Vous verrez toujours après comment les manipuler et quoi en faire. Pour terminer, les petites cartes ARM, genre Raspberry, c'est rigolo pour faire pupioter 3 LED. C'est pas adapté au monde industriel, vraiment pas. Vraiment pas du tout. Les cartes à 30 €, c'est des chinoiseries qui sont pas adaptées vraiment. Pas une 64, on a galéré, vraiment galéré, parce qu'on était contraint par le prix. Mais c'est pas adapté au monde industriel. Le monde industriel, ça vibre, c'est humide, il y a des écarts de température. Les mecs qui manipulent les machines, c'est pas des informaticiens, c'est pas des tendres. Ils ont le coup de clé à molette assez facile, ou le chalumeau facile, donc il faut des cartes robustes.
On travaille avec un autre client industriel qui a à peu près le même use case, mais sur du groupe électrogène. Et les protos qui sont déployés aujourd'hui des groupes électrogènes sont à Haïti. Donc, ce n'est pas les mêmes conditions d'hygrométrie ou de température qu'on rencontre ici. Et ça vibre beaucoup, un groupe électrogène. Beaucoup. Ça fait la taille d'un conteneur. Et donc là, ils ne sont pas sur des cartes à 30 €. Ils sont sur des cartes plutôt à 500 €. Pour ces raisons-là. C'est des cartes tropicalisées. Enfin, c'est vraiment très particulier. Donc, si vous faites de l'IoT dans l'industrie, ouais, pensez à ça. Prenez pas une chinoiserie à pas cher, ça ne marchera pas. Donc, on a vraiment galéré avec la Pine 64 parce qu'on était vraiment contraint par le prix, mais on y est arrivé à coup d'effort, à recoder le kernel, à recompiler les trucs, on y est arrivé. Par contre, toute la partie au niveau logiciel, ça a été le jeu d'enfant de manipuler ces séries-là, ces données de capteurs et d'insérer finalement Warp 10 dans l'ensemble de l'écosystème et dans les besoins de ce constructeur-là, Amzer. C'est pas ça qui nous a demandé plus de temps. Ça n'a pas été le développement des WarpScript ou le développement du Vertex ou ce que vous voulez, ou l'implantation même des logiciels dans la carte. C'est pas ça le problème. Le problème, c'était vraiment la partie hardware. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Au pire, je suis disponible après si on est contraint. Il reste 8 minutes si j'ai bien compté. Par ici, j'écoute. La conclusion est un peu bizarre parce que tu dis que ça doit prendre des cartes chinoises. Oui. Mais tu as quand même pris la Pine 64. Oui, on a pris la Pine 64. Alors pourquoi ne pas prendre des cartes chinoises alors qu'on a pris la Pine 64? Voilà. Parce qu'on était vraiment contraint par le prix. Le constructeur ne voulait pas excéder plus de 50 € par pompe à chaleur pour le hardware. C'était dans son modèle économique. Si on dépassait ce budget-là, il perdait du pognon sur la vente de ses pompes à chaleur. Donc lui, stratégiquement, il voulait que ce soit moins cher. Donc on a fait comme on a pu. Donc on a perdu un peu de temps dessus, c'est vrai. Mais sur le long terme, sur 10 années d'exploitation, finalement, il y gagnera. Mais c'est vraiment galère à utiliser. Si vous pouvez utiliser des... Et puis ça reste une pompe à chaleur, ça reste dans un garage, c'est en intérieur. C'est gérable. C'est pas comme un truc exposé au cas de vent en extérieur. Une question par là-bas. Hop, je vais me déplacer. Si tu devais faire une répartition du budget de ton client sur le développement hardware-software, combien de pourcents ça a donné à peu près là? Alors, répartition du budget hardware-software avec ce client-là. Alors, ça dépend des clients, mais avec ce client-là, on va dire que c'était 75 pour le hardware et 25 pour le software. Ouais, c'était galère. Avec l'autre client Indus, avec sa carte à 500 €, on était plutôt de l'ordre de 50-50. On a passé du temps à choisir la carte, à l'implémenter dans le boîtier électrique. Ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Il avait fallu brancher 2-3 trucs, mais voilà, ça a été plus simple. D'autres questions ? Ah ! Donc vous viendrez tous les deux me voir, j'ai des stickers pour ceux qui posent des questions. Quand on a un existant, Oui. comment on fait pour passer à Warp 10? Quand on a un existant, comment on fait pour passer à Warp 10? Eh bien, on me passe un coup de fil et puis je serais ravi d'expliquer ça. Quel existant? En termes de source de données ou en termes de capteurs? Base de données, par exemple, je sais pas, un OpenTSB. OpenTSDB, pas de souci. Alors, il faut extraire les données, les re-uploader dans Warp 10 ou alors développer le plugin qui branche notre couche d'analyse sur la base de données existante. C'est peut-être le premier pas à faire. Puis une fois que vous aurez pris goût à WarpScript et de la puissance du truc, vous baignerez tous vos données dans Warp 10 parce que ça va beaucoup plus loin que du TSDB ou du Influx, qui gère très mal la clusterisation, soit dit en passant. Ouais, il y en a qui aiment les stickers. Quand on est un peu accro aux chinoiseries, est-ce que tu peux imaginer un moyen de quand même allier les données qui pourraient être récupérées par de l'Arduino avec du Warp 10 facilement en fait? Alors comment collecter des données par Arduino ou un truc chinois là, ou directement dans Warp 10? En fait, il faut passer par un soft intermédiaire qui va collecter les données et les transférer dans Warp 10. C'est ce qu'on a fait sur notre blog. Il y a mon collègue avec qui j'ai travaillé sur ce sujet-là, qui est plutôt électronicien. Il a branché des plaques LoRa sur notre tireuse à bière au boulot pour monitorer notre tireuse à bière. Donc il explique comment il fait, tu pourras regarder. Et donc on sait quand quelqu'un vient se servir une bière en douce. Il y a une chute de pression à ce moment-là. Donc on a un alerting et puis normalement on devrait tweeter directement. On est alcoolo. Hop, on devrait... D'autres questions? Non? Bon, merci à tous.
Merci d'être venu. Arrêtez, vous allez me gêner, Un petit peu encore, allez. Merci beaucoup.